Vous êtes-vous déjà demandé comment naissait une passion ? Quelle force nous pousse irrésistiblement vers un lieu inconnu ? Qu'est-ce qui fait qu'un pays, une culture nous attire jusqu'à devenir parfois notre deuxième maison ? En compagnie de 5 Français amoureux d'Afrique du Sud, nous allons découvrir le pays à travers leurs expériences. Vous écoutez Passion Afrique du Sud, le podcast qui vous emmène sur la route arc-en-ciel. C'est parti, première halte. Je m'appelle Samuel Rivière, je viens de France, de Bretagne d'origine. Cela fait 20 ans, tout rond cette année, que je suis en Afrique du Sud et je suis guide touristique en Afrique du Sud. Cela commence par une histoire d'amour. Avec un sac sur le dos, un visa de 3 mois et sa petite amie, Samuel est arrivé en Afrique du Sud au début des années 2000. Il est emballé par les rencontres au fil de l'autostop, les voyages en minibus, les soirées chez l'habitant, sous la tente, dans des auberges, et surtout l'histoire de ce pays, cette nation arc-en-ciel. 20 ans plus tard, Samuel y est toujours, installé à Johannesburg, qu'on surnomme Jobourg. C'est dans le quartier de Bryanston, c'est un quartier qui est à une dizaine de minutes environ de la plus grosse place boursière du continent africain, qui s'appelle Sandton, qui est centrale, on va dire, centrale nord, donc en fait dans le nouveau Johannesburg. Samuel Rivière est devenu guide poussé par l'envie de faire connaître l'histoire blessée de l'Afrique du Sud. L'apartheid, cette période de ségrégation entre noirs et blancs de 1948 à 1991, a profondément marqué le pays. Aujourd'hui, il aime faire découvrir ses lieux de mémoire. Clairement, le musée de l'apartheid est un incontournable, puisque Johannesburg est la lutte politique du pays. C'est là où sont passés tous les grands acteurs de la résistance anti-apartheid, les Nelson Mandela, les Walter Sisulu, Oliver Tambo. Donc forcément, c'est un des gros symboles, un des incontournables qu'on fait sur les tours de Johannesburg, notamment en début ou en fin de parcours. L'autre endroit très 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 symbolique, c'est l'Alcatraz sud-africain de Cape Town, c'est ce qu'on appelle Robben Island, avec la visite de l'île, et on passe par la prison qui a été construite sur place pour les prisonniers politiques lors de l'apartheid et avant l'apartheid. Depuis le Cap, la ville au sud-ouest du pays, il faut prendre un bateau pour se rendre à Robben Island. Après 30 minutes de traversée au gré de l'océan, Robben Island, l'île aux phoques, ce petit bout de terre de moins de 6 km² apparaît. Nelson Mandela a été enfermé 18 ans dans la prison de l'île, dont une partie à l'isolement. On peut aujourd'hui visiter son ancienne cellule. Il était dans cette cellule qui devait faire environ, 6 mètres carrés, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'était tout petit. À côté, pas très loin, il y avait notamment des cellules, parce que aussi communes, où on avait jusqu'à 100 prisonniers. La situation sur place était tout à fait chaotique. Je veux dire, on dormait sur des paillasses par terre, au niveau des fenêtres, on avait des barreaux mais pas de vitres, donc laissant des courants d'air effroyables, dans une froideur. Vous imaginez, on est en pleine mer quand même. On est à une vingtaine de kilomètres de la côte. C'était tout à fait effroyable, surtout par l'humidité. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est notamment le fait de pouvoir avoir des guides locaux de l'île, dont certains ont été emprisonnés sur l'île pendant les années de lutte. Donc qui peuvent témoigner de manière assez forte, ou quand même côtoyer parfois leurs cellules communes n'étaient pas très très loin des cellules individuelles où était notamment emprisonné Nelson Mandela. There were moments of joy, but of course there were painful moments. Après la visite de l'ancienne prison, c'est l'occasion de faire le tour de l'île. Lors du tour de ville, on passe par une carrière de calcaire, qui était donc à l'époque le lieu de rendez-vous pour casser les cailloux, littéralement parlant, un peu comme les bagnards. On y passe devant aujourd'hui et on voit une grotte, et avec notre guide, souvent, lorsqu'on commence le tour de l'île, on s'arrête devant, et cette carrière a une valeur très symbolique, puisque dans la volonté d'isoler et d'humilier les prisonniers, on devait parfois se cacher dans une grotte creusée de calcaire pour faire, pourquoi pas, ses besoins, tout simplement. Mais aussi se protéger du soleil lors des pauses, puisque le soleil est brûlant évidemment au Cap, la lumière est très très blanche et ça peut faire mal aux yeux. Et l'autre chose qui fait mal aux yeux, c'est tout simplement le calcaire, et Nelson Mandela en a souffert. Il a eu des problèmes d'yeux notamment à cause de ce calcaire et la réverbération aussi. Retour à Johannesburg, capitale économique du pays, ville la plus peuplée d'Afrique du Sud.
Samuel aime faire ses visites à pied, montrer aux voyageurs qui l'accompagnent qu'au détour d'une rue, les lieux d'histoire et de mémoire sont partout. Il y a un quartier qui s'appelle Newtown, donc en 1903-1904. Ce quartier de Newtown était un quartier d'accueil de migrants avec leurs tentes, etc. Et Monsieur Lord Milner, un Anglais qui était censé organiser la ville, a chassé beaucoup de gens par une excuse à l'époque, en disant voilà, ce quartier est insalubre. C'était plus une excuse pour chasser les populations non anglaises en périphérie de la ville, et ainsi va naître le quartier le township du sud-ouest, donc de Soweto, le South Western Township. Vous écoutez Passion Afrique du Sud, le podcast qui vous emmène sur la route arc-en-ciel. Newtown est vraiment fascinant puisqu'il y a encore un dortoir de l'époque, les premiers corons de la ville de Johannesburg, les corons pour Africains, où là, on n'est pourtant pas encore dans l'apartheid, on est avant l'apartheid, où là, malgré des lois encore non dites, eh bien, les populations africaines s'entassaient dans des dortoirs de 30, 50 personnes, avec des dortoirs en béton, au-dessus d'eux, une grande planche, encore une fois avec des paillasses alignées. Il y avait un petit poêle juste là pour chauffer ou tenter de réchauffer un peu les gens. À Johannesburg, parce qu'on est quand même à 1700 mètres d'altitude, hein. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment étonné. Donc ça, c'est dans le quartier de Newtown, qui est très symbolique. Et juste à côté, on marche un petit peu plus loin et on arrive dans un quartier très animé avec des magasins zoulous, avec des ventes de peau en terre cuite, ou bien des ventes de sagais zoulous, même de produits traditionnels chez qui on appelle le sangoma, le sorcier. Et on se promène, et juste à côté, c'est aussi beaucoup de textiles, puisque ironiquement, beaucoup de Sud-Africains indiens gèrent aussi le textile dans ce quartier de Newtown. Et en marchant dans cette rue, qui est d'ailleurs la rue diagonale de la ville, c'est une ville aussi très quadrillée, un peu à l'américaine. Cette rue est une des rares rues diagonales, puisque on est vraiment dans la périphérie du triangle d'or de l'époque, littéralement parlant. Et à un moment, je connais, puisque je fais des tours à pied dans Johannesburg, on lève la tête et on voit donc un panneau encore qui reste. C'est marqué non-white only, les non-blancs seulement. C'était un accès, c'est une entrée dans un magasin. Donc ça existe encore. Il y a encore 2-3 panneaux d'époque qui ont 40 ans et plus, mais qui montrent encore fortement, symboliquement, qu'il y a eu une ségrégation d'appliquer dans la ville comme dans le pays. Après 20 ans sur place, après avoir écumé presque toutes les routes en tant que touriste puis en tant que guide, qu'est-ce qui fait que la passion est toujours là ? Pour Samuel, c'est plein de petites choses du quotidien. Il aime marcher, flâner, sentir sa ville au gré des odeurs de cuisine de rue. Quand on est dans la rue, c'est l'Afrique, quoi. Il y a un côté visuel quand on va à Soweto, c'est superbe. Les gens vivent dans la rue, les enfants jouent dans la rue, ce qui peut sembler tout à fait naturel, mais beaucoup d'endroits ont été un peu sécurisés. Donc quand on marche dans ces rues, à Soweto ou à Johannesburg, on a la couleur et les odeurs vraiment des gens, hein, tout simplement, de la diversité, et puis on peut passer d'une rue à l'autre, d'un quartier africain, un quartier indien, avec des épices. Puis on va voir les boîtes en plastique de maïs d'un côté, parce que c'est ce qui remplit l'estomac, c'est un peu comme la polenta locale. Et puis à côté, on a ce qu'on appelle le chakalaka, c'est un mélange d'épices et puis de tomates, et puis c'est une sauce en fait qui donne du goût au maïs. Et à côté, on a les barbecues, ce qu'on appelle les braai en Afrique du Sud. On grille beaucoup le poulet, hein, parce que le poulet c'est la base même de la viande en général, bon marché avant le bœuf. Le bœuf, ça c'est encore un autre coût en général pour les populations locales. Et donc voilà, on est bercé évidemment par ces épices, par ces odeurs de cuisson dans la rue. Ça c'est sympa. Vivre en Afrique du Sud, c'est aussi avoir accès à des paysages incroyables et d'une grande diversité. Le bush, les plaines à perte de vue, le désert ou encore de majestueuses chaînes de montagnes. Cette nature, omniprésente, permet de nombreuses activités à Samuel tout autour de Johannesburg. Je fais beaucoup de sport, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et l'Afrique du Sud est incroyable en termes de parcs, de vues, de parcs nationaux, donc ça c'est plus pour les animaux et les safaris, mais même si c'est une ville très espacée, très verte, qui est quand même plus grande que Los Angeles en taille, dès qu'on fait une demi-heure, une heure, on est dans la pampa, on est dans la brousse littéralement parlant, et j'aime prendre mon VTT et partir dans ces réserves qui sont très très bien balisées. Ce sont des réserves privées, donc ce sont des grands propriétaires qui ont aménagé des pistes, qui ont amené des choses, et puis on croise des girafes, on croise des zèbres en faisant du vélo, donc c'est très agréable. Donc oui, ça c'est quelque chose clairement en termes d'équipement que j'aime beaucoup faire en Afrique du Sud, ça c'est clair. Et sortir aussi. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu le climat à Johannesburg ? Oui, Johannesburg c'est un climat étonnant puisqu'on a 2 saisons, on a vraiment une saison sèche et une saison humide.
On est sorti il y a quelque temps de la saison sèche, qui est à environ 6 mois sans pluie. Donc à 1600 mètres d'altitude, 1700 mètres. C'est très sec. Alors c'est un paradoxe d'avoir un des climats les plus incroyables au monde, puisque on n'a pas de pluie pendant 6 mois, mais il fait tellement sec que ça devient comme un désert. On est même chargé d'électricité, parce que du coup on est très sec en général, donc on doit aussi bien s'hydrater, prendre des crèmes pour s'hydrater la peau, parce que sinon on dessèche, littéralement parlant. On ressemble au biltong, la viande séchée sud-africaine. Et sinon l'été, les orages arrivent à partir du mois d'octobre, et on a la pluie, mais c'est une pluie d'orage, donc on a des orages incroyables, hein. Ici c'est un son et lumière, pas tous les soirs, mais tous les 2-3 soirs en général. Donc on a plutôt pendant la journée du beau temps et la chaleur qui arrive, des cumulus qui se concentrent le soir, et boum, ça craque vers les 18h et pleut pendant 1 heure. Ça rafraîchit le climat, et puis ensuite ça repart frais le matin, et c'est paradoxalement, ce qui peut surprendre souvent le visiteur, c'est paradoxalement très très vert pendant l'été. Merci à Samuel Rivière pour cette première étape sur la route arc-en-ciel. Le prochain épisode de Passion Afrique du Sud nous entraîne sur la merveilleuse route des vins. Depuis le Cap jusque dans les terres, dégustation, paysages à couper le souffle, on fera le plein de sensations. Pour prolonger le voyage, rendez-vous sur le site internet www.southafrica.net.